Afin de vous préparer au mieux au TP de jeudi, où vous devrez placer l'homme parmi ses plus proches parents, nous allons faire le tour de quelques méthodes permettant de déterminer les relations de parenté entre les êtres vivants. Alors, ces relations de parenté vont être déterminées par la comparaison de ces êtres vivants sur des critères comparables qui sont représentés ici. Et donc, vous avez ici les espèces comparées qu'on va appeler aussi taxons. Donc, ce tableau est appelé matrice taxon-caractère. On constate sur ce tableau que certains caractères sont communs à toutes les espèces, comme les appendispères, crâne et vertèbres, mâchoires, squelettes osseux. Donc cela peut être interprété en termes d'évolution comme le fait que toutes ces espèces dérivent d'un même ancêtre commun qui possédait ces caractères. On va pouvoir donc représenter tout ce groupe d'espèces sous la forme d'un arbre qui va s'enraciner au niveau de cet ancêtre commun qui possédait toutes les caractéristiques communes. Donc on va le trouver ici au niveau du nœud entre les différentes branches aboutissant aux espèces comparées. Vu que toutes ces espèces possèdent les caractéristiques communes, on va donc les placer en amont, en dessous de l'ancêtre commun, appendispère, squelette osseux, mâchoire. Alors attention, cet ancêtre commun ne peut pas être une espèce actuelle ou même fossile, c'est juste un être à partir duquel ont pu évoluer sur des branches différentes les espèces pour aboutir aux espèces qui sont représentées sur l'arbre. Alors attention, cet ancêtre commun est un être hypothétique, donc vous pouvez juste dresser un portrait. Ici, il possédait des appendispères, un squelette osseux et des mâchoires. Ce n'est en aucun cas une espèce existant actuellement, ni même une espèce fossile. Alors, d'autres informations aussi, un autre mot de vocabulaire, l'ensemble de ce groupe constitué de toutes les espèces qui possèdent appendispères, squelettes osseux, mâchoires et de leur ancêtre commun est appelé groupe monophylétique. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite? Une fois qu'on sait qu'ils ont tous ces caractères, on va regarder les autres caractères. Et on va s'apercevoir que certains ont les mêmes et d'autres ont des caractères différents. On va s'intéresser par exemple à l'articulation en un seul os. On peut voir que tous l'ont, sauf deux espèces, Andréolepis et la sardine. Donc eux vont être mis à part sur l'arbre. Donc ce qui donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc ces deux espèces-là, on va les enraciner bien sûr sur l'ancêtre commun, mais on va les mettre à part par rapport aux autres espèces qui, elles, possèdent l'articulation en un seul os. On leur crée un nouvel ancêtre commun ici qui possédait cette ceinture à un seul os et donc on place les deux autres espèces en amont puisqu'elles n'appartiennent pas au même groupe monophylétique. Entre les deux, on peut placer l'articulation de la ceinture en un seul os. Et ainsi, avec la comparaison de toutes les caractéristiques, on va pouvoir créer un arbre phylogénétique complet. Donc voilà à quoi il pourrait ressembler pour les caractères qu'on a représentés. Donc on y retrouve l'articulation en un seul os ici. On a mis à part le protoptère qui est le seul parmi ceux qui ont l'articulation à ne pas posséder de radius et cubitus. Et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'entre chaque nouvelle ramification, vous avez l'apparition d'un nouveau caractère. Et ainsi cet arbre va représenter l'évolution du groupe. Alors, un autre élément important à connaître, c'est la notion d'état des caractères. Alors, vous avez ici, par exemple, ce caractère squelette osseux que tous possèdent. C'est ce qu'on appelle une innovation évolutive, c'est-à-dire quelque chose qui est apparu au cours de l'évolution et que n'avaient pas d'autres espèces plus ancestrales. Donc ce sont des choses qui apparaissent au fil du temps. Donc on dit que l'état de ce caractère avant l'innovation est appelé ancestral. En fait, avant ce squelette osseux existait un squelette de type cartilagineux. Et que après cette innovation, au fil du temps, est apparu un état dérivé qui est ce squelette osseux. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer si un état est ancestral ou dérivé? Alors en fait, c'est quelque chose qui est relatif. Il va être défini par rapport au groupe d'espèces que vous considérez. Donc là, vous avez tout un groupe qui contient cette innovation et on va devoir utiliser une espèce qui n'appartient pas au groupe. On appelle ça un extra-groupe. Donc dans notre cas, par exemple, ce pourrait être le requin qui, lui, ne possède pas ce squelette osseux, mais un squelette cartilagineux. Et donc, on va pouvoir identifier l'état ancestral comme étant le squelette cartilagineux et l'état dérivé comme étant le squelette osseux, donc après cette innovation évolutive. Et donc, on va maintenant pouvoir déterminer les relations de parenté. Donc, ces relations de parenté vont être déterminées par le partage d'états dérivés. On va prendre comme exemple les 4 dernières espèces représentées ici. Vous avez la grenouille. On veut savoir de qui elle est le plus proche parent. Sur l'arbre, géographiquement, c'est soit le tiktaalik, soit l'homme. Alors,
la grenouille, elle va partager une de 3 innovations évolutives avec le Tiktaalik. Donc leur ancêtre commun est ici. Par contre, avec l'homme, elle va partager une, 2, 3, 4 états dérivés. Donc l'ancêtre commun se trouve ici. Ça signifie bien que l'ancêtre commun au Tiktaalik et à la grenouille qui est ici est plus ancien que celui avec l'homme. C'est comme avec vos grands-parents. Si vous avez un ancêtre commun qui est plus ancien, vous êtes moins apparenté. Vous êtes par exemple moins apparenté avec vos arrière-petits-cousins. Vous avez juste en commun vos arrière-grands-parents qu'avec vos cousins dont le dernier ancêtre commun est votre grand-père, votre grand-mère. Donc c'est un peu le même principe. Plus vous partagez d'états dérivés, plus l'ancêtre commun est récent et donc plus proches sont les espèces. Alors du coup, dans un groupe d'espèces, une espèce va être plus proche d'une autre si elle possède un ancêtre commun exclusif. Ici, cet ancêtre commun est exclusif à la grenouille, à l'homme et à l'Ichthyostega. Il n'est pas commun avec le Tiktaalik. Donc ces 3 espèces-là sont plus proches entre elles que l'une avec le Tiktaalik. Donc là, normalement, vous avez à peu près tous les éléments pour pouvoir réaliser le travail demain. Bon courage!